Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous donner le contenu de la formation en Data Communications, la formation de préparation à la certification Huawei niveau HCIA ou bien HCIA. La formation comprend au total 22 modules que nous allons parcourir rapidement ici. Le premier module est intitulé Data Communication Network Basis. On pourrait dire les fondamentaux des réseaux de communication de données ou bien peut-être réseaux informatiques. Le deuxième module, intitulé Network Reference Model, traite du modèle de référence utilisé en réseau. Vous avez entendu parler du modèle de référence aussi et de l'architecture Internet ou TCP/IP. Le troisième module est consacré à la plateforme des équipements Huawei. Huawei, c'est un équipementier réseau. Donc, les équipements réseau tels que les commutateurs et les routeurs reposent sur une plateforme commune appelée VRP ou bien VRP en anglais, qui vient de Versatile Routing Platform. Dans le quatrième module, nous allons traiter des protocoles de la couche réseau et notamment du protocole IP. Et dans ce cadre, nous allons étudier le schéma d'adressage IP qui est l'une des caractéristiques essentielles de ce protocole. L'autre caractéristique essentielle du protocole IP, c'est le routage. Et c'est au module 5 que nous allons donner les fondamentaux du routage IP. Cette étude du routage IP va continuer dans le module 6, avec notamment le traitement du protocole OSPF, qui est peut-être l'un des protocoles les plus déployés, l'un des protocoles de routage les plus déployés. Ensuite, viennent un certain nombre de modules consacrés aux réseaux locaux. Il y a d'abord le module 7 qui donne les fondamentaux donc, de la commutation Ethernet. Ethernet étant la technologie essentielle des réseaux locaux, la technologie dominante. Nous allons donc parler des switches Ethernet dans ce module 7. Dans le module 8, nous continuons l'étude avec une technologie, celle des VLAN, Virtual Local Area Networks, et nous parlerons des principes et de la configuration. Le chapitre 9, le module 9 est consacré au protocole STP, Spanning Tree Protocol, qui est un protocole inhérent au switch qui leur permet notamment de résoudre le problème de boucle physique en créant une topologie logique en arbre. Le module 10 est consacré à l'intercommunication ou bien la communication entre les VLAN, inter-VLAN communication. Au module 11, nous allons parler de deux technologies qui permettent d'augmenter la performance des réseaux basés sur les commutateurs, des réseaux locaux. Il y a iStack notamment, Intelligent Stack et CSS, Cluster Switching System. Le module 12 introduit un autre sujet, les ACL ou bien les listes de contrôle d'accès. Là, nous sommes notamment dans le chapitre sur le contrôle de trafic et de la sécurité notamment. Donc, nous allons présenter les principes des listes de contrôle d'accès et effectuer de la configuration. Au module 13, c'est un autre sujet, 3A ou bien AAA, authentication, authorization and accounting. Authentification, autorisation et comptabilité. Nous sommes là généralement dans le domaine de la sécurité.
Au module 14, nous abordons la traduction d'adresse que l'on connaît en abrégé NAT, Network Address Translation. Il s'agit d'une technique qui a été développée à l'époque pour pallier à la pénurie d'adresses IP, mais qui est devenue très vite une technologie de sécurité, j'allais dire une technique de sécurité très déployée. Le module 15 aborde les services et les applications réseau. Nous allons notamment faire la différence entre les applications et les services et en même temps parler des liens entre les deux. Et nous allons découvrir un certain nombre de protocoles d'application tels que HTTP, FTP et ainsi de suite. Le module 16 est consacré aux réseaux locaux sans fil, wireless LAN. Nous allons donner juste un aperçu. Le module 17 étudie les technologies WAN, les technologies de réseau à grande distance. Et nous parlerons notamment du protocole PPP, peut-être aussi du protocole HDLC. Au module 18, nous allons aborder le sujet de l'administration réseau ou bien network management. Le titre ou bien l'intitulé complet, c'est Network Management and OM. OM vient de Operations and Maintenance. Là, nous sommes dans le cadre de l'exploitation du réseau. Les aspects de l'exploitation d'un réseau informatique ou bien de télécommunications. Au chapitre 19, au module 19, nous allons introduire la nouvelle version du protocole IP version 6. Et nous allons voir notamment les différences ou bien les évolutions par rapport à IP de la version 4. Le module 19 ou bien le module 20 est consacré à une introduction à SDN et à NFV. SDN, Software Defined Networking, NFV, ou en anglais NFV, Network Function Virtualization, virtualisation de la fonction réseau. Alors, les deux sont deux approches dans le cadre de la virtualisation des réseaux. Au module 21, nous parlerons de la programmabilité réseau et de l'automatisation de certaines tâches d'exploitation. Le dernier chapitre, le chapitre ou bien le module 22 est consacré donc à l'examen des architectures typiques telles que l'on rencontre. Vous savez, dans les domaines de l'ingénierie, notamment, on parle généralement de best practice, c'est-à-dire comment on fait. Voilà, comment est-ce qu'on a l'habitude ou bien on a pris l'habitude de faire dans la pratique. Voilà, à présenter les 22 chapitres prévus au programme de cette préparation à la certification. Je m'en vais maintenant en parcourir les différents modules. En fait, vous donner juste les objectifs prévus. Dans le premier module, nous avons dit c'est une introduction au réseau de communication de données. Qu'est-ce que vous devez apprendre dans ce module? Voici les objectifs formulés. Comprendre les concepts liés à la communication et à un réseau de communication de données. Quand nous parlons de communication, ici, il s'agit de la communication en réseau naturellement.
Être capable de décrire le processus de transfert de l'information, c'est-à-dire donc l'échange ou bien le transfert de données ou bien de l'information en réseau d'un partenaire à l'autre, d'une station à l'autre. Être capable de distinguer les différents types de d'équipements réseau et de comprendre leurs fonctionnalités de base. Je dis bien être capable de distinguer les équipements réseau de différents types et comprendre leurs fonctionnalités de base, comprendre les différents types de réseaux et les types de topologie. Et en dernier point, comme objectif, comprendre les concepts liés à l'ingénierie des réseaux et au travail des ingénieurs réseaux. Vous savez que le domaine des réseaux, c'est un domaine d'ingénierie par excellence. Le module 2, consacré au modèle de référence réseau, prévoit comme objectif ceci: comprendre la définition de données et le processus de transmission des mêmes, c'est-à-dire de ces données, comprendre les concepts et les avantages d'utiliser un modèle de référence réseau, comprendre les protocoles standards usuellement rencontrés ou bien utilement utilisés, comprendre les processus d'encapsulation et de décapsulation de données. Deux processus qui sont inverses l'un de l'autre: encapsulation de données, décapsulation de données. Au module 3, nous voulons donc présenter la plateforme technologique ou bien la plateforme des équipements réseau de Huawei. Comme objectif, vous devez comprendre les fondamentaux ou bien avoir des informations essentielles sur cette plateforme. Je disais tout à l'heure, VRP vient de Versatile Routing Protocol. En deuxième point d'objectif, nous allons introduire la ligne de commande pour la configuration de ces équipements. Vous savez, les équipements réseau sont essentiellement configurés en ligne de commande dans le cadre de l'administration, même si nous avons entre-temps des équipements qui sont configurables via l'interface web. Et troisième point, c'est lié au second, il faut maîtriser les commandes essentielles de cette ligne de commande, de maîtriser les commandes essentielles du monde Huawei, on dirait. Module 4, intitulé Network Layer Protocols and IP Addressing. Je disais tout à l'heure qu'il s'agit de rencontrer les protocoles de la couche réseau, notamment le protocole IP. Donc, comme objectif, il faudrait être capable, à la fin du module, de décrire les protocoles dominants ou bien essentiels de la couche réseau, décrire les concepts et la classification des adresses IP de la version 4, ainsi que les adresses particulières. Là-dedans, il y a les adresses privées, il y a les adresses de diffusion, et il y a les adresses réseau, entre autres. Être capable donc de faire de la planification de l'adressage IP. Donc, on dit ici, calculer les réseaux IP et les sous-réseaux IP. Utiliser la méthode de planification de l'adressage réseau IP. Donc, c'est comme cela qu'on appelle la méthode de l'élaboration d'un schéma d'adressage pour un réseau que l'on voudrait mettre en place.
Le cinquième module donne les fondamentaux du routage IP. Comme objectif formulé, à la fin donc du module, vous devez être capable de comprendre les principes basiques du routage et par là, du fonctionnement des routeurs. Savoir comment les routeurs sélectionnent les routes optimales. Nous insisterons sur le lien là. Au sein de la fonction de routage, il y a notamment la détermination de route et ensuite le choix de la route optimale chaque fois qu'il y a un paquet à forwarder vers sa destination. Comprendre les contenus des tables de routage. Quelle est la structure d'une table de routage? Que signifient les différentes entrées que l'on rencontre dans une table de routage? Nous allons discuter des aspects avancés du routage toujours dans ce module. Le module 6, comme le titre le prévoit, est consacré à l'un des protocoles de routage qui est OSPF, qui vient de Open Shortest Path First. Open Shortest Path First. Alors, quels sont les objectifs formulés pour ce module? Premier point, être capable de décrire les avantages et effectuer la classification des protocoles de routage dynamique. Décrire les concepts de base du protocole OSPF et comprendre les scénarios d'utilisation de ce protocole. Décrire le mécanisme de fonctionnement du protocole OSPF, implémenter OSPF là en simulateur comme nous allons faire, c'est-à-dire donc effectuer des configurations de base pour implémenter OSPF sur des modèles de réseau choisis. Le chapitre 7 consacré à la commutation Ethernet, pour dire comment les commutateurs Ethernet, les commutateurs qui réalisent la technologie Ethernet fonctionnent. Comme objectif formulé, nous avons, premier point, décrire les concepts de base d'un réseau Ethernet. Donc, l'introduction à la technologie Ethernet, la technologie de réseaux locaux. Distinguer entre les types d'adresses MAC, on appelle les adresses physiques ou aussi souvent adresses Ethernet. Se familiariser avec le processus de fonctionnement des couches des switches dans la couche 2. Comment les switches fonctionnent? Les switches sont des équipements de la couche 2, à moins qu'on active ce qu'on appelle la commutation de la couche 3. Se familiariser avec la structure et le processus de génération de la table d'adresse MAC. Les routeurs utilisent la table de routage pour relayer les paquets et les commutateurs utilisent la table d'adresse MAC ou bien la table de forwarding, comme on l'appelle aussi, pour relayer les trames en réseau. Le module 8 consacré au VLAN, Virtual Local Area Network, les réseaux locaux virtuels. Comme objectif, il faut comprendre le background de la technologie des VLAN, comment est-ce que l'on est arrivé à la technologie de VLAN, qu'est-ce que cette technologie apporte sur les réseaux locaux. Identifier le VLAN auquel les données appartiennent. Donc, quand on a créé des VLAN sur une infrastructure réseau,
Ces VLAN sont identifiés par des étiquettes, comme nous allons apprendre. Maîtriser les différents modes de création de VLAN. Maîtriser les différents modes de création de VLAN. Décrit comment la communication de données est implémentée via les VLAN, à travers les VLAN, et maîtriser les méthodes de configuration de VLAN. Nous avons parlé des modes de création. Il y a par exemple l'utilisation d'adresses MAC et l'utilisation des flux pour identifier des VLAN. Et il faudra donc mettre ceci en pratique d'après le dernier point de l'objectif. Au module 9, nous traitons du protocole STP qui vient de Spanning Tree Protocol. Je disais tout à l'heure, c'est le protocole inhérent au commutateur, un protocole sans lequel il ne saurait fonctionner. Une infrastructure basée sur les commutateurs ne saurait bien fonctionner à cause des boucles physiques. Donc, comme objectif du module, il faut être capable de décrire les causes et les problèmes causés par les boucles dans la couche 2 sur une infrastructure réseau. Décrire les concepts de base et le mécanisme de fonctionnement du protocole STP. Distinguer STP de RSTP et décrire l'amélioration apportée par RSTP par rapport à STP original. Effectuer des configurations complètes, configurations basiques du protocole STP. Par exemple, imposer le choix de commutateur racine, forcer l'utilisation de certaines liaisons physiques. Et en dernier point, comprendre les méthodes pour éliminer les boucles de la couche 2 sur un réseau commuté en dehors du protocole STP. Le module 10, il est consacré à la communication entre VLAN. C'est-à-dire, quand on a créé les VLAN, on isole d'abord les machines les unes des autres parce que la communication n'est possible qu'au sein d'un VLAN une fois que cette fonction est activée. Mais si on veut autoriser la communication entre des VLAN différents, il s'agit donc là d'implémenter la communication inter-VLAN. Nous allons apprendre que cela passe par du routage, comme si on avait affaire à des réseaux physiques différents. Donc, comme objectif, comprendre ou bien découvrir les méthodes d'implémentation de la communication inter-VLAN, comprendre comment les routeurs implémentent la communication inter-VLAN. Là, ils utilisent des interfaces physiques ou des sous-interfaces que l'on peut créer sur ces interfaces physiques. Comprendre comment on peut utiliser ou bien on utilise les commutateurs de la couche 3 pour implémenter la communication inter-VLAN. En fait, il n'existe pas d'équipement physique appelé commutateur de la couche 3. Il y a une fonction appelée Layer Tree Switching que l'on peut activer sur les commutateurs et les amener à fonctionner donc dans la couche 3. C'est une autre possibilité donc de réaliser la communication inter-VLAN. Comprendre comment les paquets sont forwardés dans la couche 3, c'est-à-dire quand on utilise le layer tree switching. Alors,
Nous avons dit au module 11, nous traitons de certaines technologies utilisées ou bien disponibles sur les équipements pour augmenter la performance de l'ensemble, la performance d'une infrastructure. Nous avons Ethertrunk, iStack et CSS. Donc, comme objectif, nous avons le premier point, comprendre les fonctions de l'agrégation de liaison. Là, vous avez vu Ethertrunk, il s'agit de fusionner plusieurs liaisons physiques, ou bien cette technique qui consiste à fusionner plusieurs liaisons physiques pour en faire une seule liaison. Là, c'est au niveau logique. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, 3 liaisons physiques d'1 gigabit par seconde chacune, on peut effectuer une agrégation des 3 pour avoir au niveau logique une seule liaison avec désormais 3 gigabits, avec désormais une capacité de 3 gigabits par seconde. En deuxième point, comprendre les types d'agrégation de liaison. Comprendre le processus de négociation de l'agrégation en utilisant le protocole spécialisé à cet effet, le protocole LACP, Link Aggregation Control Protocol. Et il y a en fait 2 modes d'agrégation, le mode manuel et le mode automatique où on utilise ou on active le protocole LACP. Comprendre les avantages et les principes de iStack, qui veut dire Intelligent Stack, et CSS, Cluster Switching System. Il s'agit en fait d'une technologie qui permet de fusionner au niveau de l'utilisation, fusionner plusieurs commutateurs pour en faire un seul. Je dis bien fusionner au niveau de l'utilisation. Comprendre les applications courantes et l'utilisation donc de l'agrégation dans de ces différentes technologies que nous venons de citer, les 3 en réseau. Le module 12 traite des listes de contrôle d'accès, Access Control List. Comme objectif, il faut comprendre ou bien être capable de décrire les principes de base des ACL et comprendre aussi leurs fonctions, à quoi servent les ACL. Et une fois qu'on a compris à quoi elles peuvent servir, on peut voir rapidement dans quel contexte on peut avoir besoin des ACL. Comprendre les types et les caractéristiques des ACL, nous dirons qu'il y a ici 3 grandes catégories d'ACL. Comprendre la composition de base des ACL et l'utilisation des numéros de règles que l'on énonce ou bien que l'on indique dans les ACL. Comprendre comment utiliser les masques inversés dans Whitecards, dans les ACL. Comprendre ou bien effectuer donc des configurations basiques avec des ACL. Donc, le savoir-faire pratique, ça c'est le dernier point en objectif ici. 3A ou bien triple A veut dire authentification, autorisation, comptabilité, accounting en anglais. Quels sont les objectifs formulés ici? Comprendre les fondamentaux des A ou bien de 3A, oui. Décrire l'application ou bien les scénarios d'application de 3A,
comprendre les fondamentaux de Radius, puisqu'on peut, nous sommes ici dans le domaine de sécurité, on peut combiner 3A avec un serveur Radius dans un réseau, se familiariser avec les configurations de base des 3A. Le module numéro 14 consacré au NAT, la traduction d'adresse, Network Address Translation. Ici, comme premier objectif, il faut comprendre la motivation derrière le NAT. Je disais au début que c'est une technique qui avait été développée à l'origine pour pallier à la pénurie ou l'indisponibilité des adresses IP, mais qui est devenue une technique très déployée en entreprise, notamment dans le cadre de la sécurité. Maîtriser la classification et les implémentations du NAT. Il y a plusieurs types de NAT qui peuvent être donc déployés, implémentés en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Maîtriser la sélection du NAT dans différents scénarios. Au module 15, nous abordons les services et les applications réseau. Regardons du côté informatique. On a un certain nombre d'applications réseau qui fournissent les services que nous utilisons. Donc, voilà déjà le lien entre applications et services réseau. Et les applications et les services sont représentés par les protocoles d'application utilisés. Premier protocole, FTP, en tout cas en objectif ici. Donc, vous avez partout, il faut comprendre les fondamentaux des différents protocoles. Le premier, c'est FTP pour le transfert de fichiers. FTP, utilisé par exemple pour la configuration de certains équipements, c'est-à-dire permettre à des équipements de récupérer les données de configuration à partir d'un serveur. C'est aussi possible pour les équipements de la plateforme VRP de Huawei. Le DHCP, qui est un service auxiliaire très important en réseau, c'est pour l'adressage automatique des machines. Donc, c'est lui qui permet aux machines, quand on le veut, de récupérer leurs données de configuration d'un serveur DHCP au niveau de, au cours de l'amorçage. Telnet, l'un des protocoles les plus anciens dans le domaine des réseaux, c'est le protocole ou bien le service qui permet de se connecter à un équipement à distance. Le protocole du W3 HTTP, le DNS pour la résolution des noms et NTP, le protocole du temps. Vous savez que quand les équipements fonctionnent, étant donné que le monde est divisé en plages horaires ou bien fuseaux horaires, la notion de synchronisation entre les équipements devient très importante. Au module 16, nous allons donner un aperçu aux réseaux locaux sans fil, wireless LAN. Comme objectif, comprendre les concepts de base de VLAN ainsi que le développement historique de la famille de protocoles utilisés par les WLAN aujourd'hui. Ce sont les WLAN, pas les VLAN, c'est deux choses bien différentes. Alors, nous retenons déjà que ce que nous rencontrons comme VLAN aujourd'hui fonctionne sur la base ou bien obéit au protocole de la famille IEEE 802.11.
Découvrir les différents appareils ou bien équipements de réseau sans fil. Là, nous avons les points d'accès, les cartes sans fil, vous les connaissez. Mais il y a aussi les contrôleurs d'accès. C'est peut-être ce qui n'est pas très visible ou bien très couramment rencontré quand on n'est pas dans un environnement d'entreprise, un environnement professionnel. Distinguer entre les différentes architectures de WLAN, comprendre le processus de fonctionnement de WLAN et effectuer des configurations par rapport ou bien relatives au WLAN. Je voudrais signaler qu'il y a aussi une certification dans le domaine des WLAN. Ceux qui sont intéressés, je crois qu'il y en a qui sont même inscrits la plateforme dans la salle virtuelle sur la plateforme. Nous pourrons donc activer et voir comment vous pouvez en parallèle à la formation de préparation en Data Communications, préparer aussi une certification en WLAN. Le module numéro 17 est consacré aux technologies de VLAN. Comme objectif stipulé, nous avons, le premier point, comprendre les concepts de base et le développement historique des WAN, réseau à grande distance ou réseau étendu, comme on dit en français. Il faut savoir tout simplement que depuis toujours, les technologies et les protocoles utilisés sur la grande distance ont été différents de ceux que l'on utilise dans le domaine local, c'est-à-dire dans les réseaux locaux. Ça se comprend en raison des distances différentes, des exigences dans le processus d'échange ne sont pas les mêmes. Comprendre les protocoles utilisés dans ce contexte, nous avons notamment PPP, Point-to-Point Protocol. Et si le temps le permet, nous pourrons aussi aborder un protocole classique, celui qui était là avant PPP, HDLC. Ici, donc, nous traitons il faut comprendre PPP lui-même et PPI sur Ethernet. Donc, PPP over Ethernet. Maîtriser les bases de configuration des deux, PPP et PPP over Ethernet. Okay. Comprendre les concepts de base de MPLS. Vous savez que les infrastructures sur la grande distance aujourd'hui sont basées sur la technologie MPLS. Alors, au chapitre 18, comme je disais tout à l'heure, il est question de la gestion ou bien de l'administration des réseaux avec notamment les fonctions d'exploitation et de la maintenance. Comme objectif stipulé, nous avons comprendre les concepts de base du management des réseaux et de l'OM. Avant, c'était OAM, OEM, exploitation et maintenance, operations and maintenance. Maîtriser le management de réseau courant, maîtriser le management de réseau courant et les méthodes d'OM. Décrire les fonctions de base du management de réseau. Nous pourrons citer aussi ici la norme OSI ou bien le standard OSI qui classe tout ce qui a comme fonction de management de réseau en 5R. Comprendre les fondamentaux du protocole SNMP, qui est le protocole par excellence de management de réseau. Simple Network Management Protocol, qui est aujourd'hui à la version 3
Simple Network Management Protocol, et comprendre ce que Huawei offre dans le cadre du management des réseaux. Vous savez que les équipementiers offrent au moins des logiciels de configuration spécifiques pour leurs différents équipements. Ça a été comme ça dès le début, compte tenu de la complexité de ces équipements. Avec le temps, on a eu des plateformes indépendantes, c'est-à-dire qui permettent de gérer le maximum d'équipements indépendamment de leur constructeur. Mais il y a toujours des produits, ou bien les produits des différents équipementiers ont aussi évolué pour devenir suffisamment complexes. Le module 19 parle du protocole IP de la version 6 et nous allons présenter juste les connaissances essentielles. Donc, comme objectif, en premier point, résumer les avantages de la version 6 sur la version 4. Il est clair que la version 6 a été développée pour remplacer la version 4 et résoudre certaines insuffisances que l'on a constatées en utilisant cette version. Décrit les concepts de base de IPv6, décrit les formats et les fonctions des en-têtes de paquets de la version 6. Vous savez, toute l'intelligence implémentée dans un protocole réside dans les champs d'en-tête. Donc, les en-têtes des paquets de la version 6 de IP. Décrit le format d'adresse de IP ainsi que les différents types d'adresses IP de la version 6. Décrit la méthode et la procédure de configuration d'adresse IP de la version 6. Je peux déjà vous dire qu'il y a aussi une version de DHCP pour la version 6. Configurer les adresses IP de la version 6 et des routes statiques. Ça, c'est le savoir-faire pratique. Donc, configurer les adresses IP de la version 6 et les routes statiques en IP de la version 6. Au 20e module, donc, nous abordons un sujet d'actualité à travers SDN et NFV. La virtualisation des réseaux, le vent de la virtualisation touche aussi l'intérieur des réseaux, j'allais dire l'infrastructure réseau. Alors, comme objectif formulé ici, nous allons décrire, ou bien vous devez être capable de décrire le développement de SDN et de NFV. J'ai dit SDN ou SDN en anglais, c'est Software Defined Network, c'est-à-dire en fait, on configure les équipements ne sont plus en fait, la nature des équipements n'est plus fixée par le matériel. Le matériel est une plateforme que l'on peut transformer en commutateur, en routeur et surtout en caractéristiques différentes. Network Function Virtualization, virtualisation de la fonction au réseau. Comprendre les principes de base de OpenFlow, c'est aussi une plateforme ou bien une technologie de virtualisation des réseaux. Comprendre la solution SDN disponible chez Huawei. Comprendre l'architecture NFV, l'architecture de virtualisation de la fonction réseau, et comprendre aussi la solution proposée par Huawei pour la virtualisation de la fonction réseau. Au module 21, nous parlons de la programmabilité réseau et de l'automatisation. Alors, il ne s'agit pas de développer
les logiciels. Il s'agit plutôt de la programmabilité de certaines activités de configuration notamment et d'exploitation des réseaux. Donc, comme objectif, en premier point, nous avons donc décrit les difficultés de management et d'OEM conventionnel, en fait l'approche conventionnelle au management de réseau et à la fonction d'opération et de maintenance. Comprendre l'implémentation de l'automatisation réseau, je dis bien donc automatisation de certaines activités d'exploitation. Comprendre la classification des langages de programmation. Pour effectuer de la programmation, nous avons besoin des langages de programmation, notamment les mêmes que l'on utilise dans le développement de logiciels. Décrit le style du code Python. Là, vous comprenez que le langage de choix dans le domaine, c'est le langage Python qui est en train d'évoluer. C'est l'objectif du développement là-bas. Le langage Python est appelé à devenir le langage passe-partout. Décrit l'utilisation de base du Python Telnet-Lib. Donc, c'est un peu un framework de langage Python. Le dernier module présente des architectures réseau typiques. Alors, nous avons ici comme titre Typical Campus Network Architectures. À ne pas confondre, quand vous voyez le mot campus, ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec les universités. Donc, le terme est établi pour désigner les réseaux dans un environnement semblable au campus. C'est-à-dire, par exemple, quand on a un réseau d'entreprise qui s'étend sur plusieurs bâtiments voisins, on parle de campus network. Et même quand on a une infrastructure dans un même immeuble avec peut-être plusieurs niveaux, alors on parle de campus, étant donné que les architectures vont être semblables, notamment au niveau de la structuration hiérarchique. Alors, comme objectif, comprendre la définition des réseaux de campus, comprendre les architectures typiques de réseau pour les réseaux de campus, maîtriser la planification ou bien les méthodes de planification et de design de petits réseaux de campus, maîtriser le déploiement ou bien les méthodes de déploiement et d'implémentation de petits réseaux de campus, comprendre les concepts d'exploitation des petits réseaux de campus, comprendre les concepts d'optimisation des réseaux de campus de petite taille, en fait petit, pour être maîtrisable à notre niveau, au niveau de la formation. On peut avoir des réseaux de campus ou bien tout simplement des réseaux de taille énorme. Indépendamment, conduire un projet de réseau, c'est-à-dire, quand on dit un projet de réseau, c'est un projet qui couvre tout le cycle de vie du réseau, donc de la collecte des besoins à l'exploitation et même la modification, en passant par la conception, le design, l'installation, configuration et toutes les autres étapes. Alors, voilà donc présenter les 22 modules de la formation. Nous devons travailler dans la salle en ligne. Certaines vidéos que nous allons produire pourront être disponibles au même endroit que ceci, c'est-à-dire peut-être sur YouTube,
nous explorons encore la possibilité d'uploader, de charger de telles vidéos produites à l'académie locale sur la plateforme Huawei. Pour le moment, vous avez le matériel standard de formation Huawei dans la salle de classe en ligne. Alors donc, vous allez exploiter ce matériel là-bas et aussi télécharger le document de formation qui est disponible. Si vous ne l'avez pas fait, alors vous aurez de l'assistance pour le faire très prochainement. J'allais dire immédiatement, peut-être à la fin de la semaine même. Alors, nous allons organiser bientôt les cours en présentiel. Donc, nous attendons, nous savons que certains vont composer ou bien vont affronter les examens de fin de semestre à partir de la semaine prochaine. Donc, nous voulons une programmation qui soit aussi flexible pour permettre à tout le monde de s'en sortir. Vous êtes là de différents établissements, IUT, École Polytechnique, Fac Sciences, je suppose aussi. Donc, notre souci, c'est d'avoir une programmation pour ce qui est des cours en présentiel, bien sûr, avoir une programmation qui soit aussi flexible pour ne pas pénaliser certains en fonction, à cause de la programmation des activités académiques dans leur établissement. Mais en plus donc de ces présentations en présentiel, nous ferons un effort de produire des vidéos qui vont vous permettre peut-être de traiter le sujet ou bien de suivre un cours avant d'arriver en présentiel. Et aussi, ça nous permettrait de réserver le temps de présentiel davantage à la pratique. Vous avez besoin de beaucoup de pratique pour asseoir les connaissances. Et surtout, nous voulons atteindre un bon nombre de certifiés. Vous devez vous mettre comme objectif d'être certifié Huawei en ce début d'année 2022. Alors voilà, donc, vous savez désormais ce qui vous attend dans le cadre de cette formation. Je crois que c'était suffisamment alléchant pour vous permettre de suivre attentivement et surtout de demander aux autres de se joindre à vous. Sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir suivi. Merci.